Alors, le sujet du jour est le réseau Pi en ce début d'année 2026. Et les sources qu'on a sous les yeux dessinent un paysage pour le moins paradoxal. C'est le mot, oui. Schizophrénique presque. Exactement. D'un côté, on a des analyses de marché, mais glaciales, qui nous disent qu'un Pi, ça vaut 18 centimes de dollar. Et de l'autre, on lit des documents de développeurs qui, eux, bâtissent des applications entières sur une base complètement folle. Un Pi à plus de 300 000 dollars. Voilà. Comment ces deux réalités peuvent coexister? C'est la grande question. C'est la question à 1 million de dollars, ou plutôt. À 314 159 dollars, si on suit leur logique, oui, c'est comme regarder deux univers parallèles qui portent le même nom. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement de décortiquer ça, de comprendre ce grand écart. Est-ce que ces deux mondes vont finir par entrer en collision ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle économie? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Parfait. Commençons par le monde qu'on connaît tous, celui du marché. Les chiffres froids, concrets. Une de nos sources pour ce début janvier est sans appel. Le prix du paille a vraiment dévissé. Ah oui, On est passé de 20 à 18 centimes. Le graphique montre une chute quasi verticale. C'est violent. c'est violent et c'est surtout très révélateur du contexte actuel. Cette baisse, en fait, elle ne sort pas de nulle part. Non. Elle coïncide, d'après une autre analyse, avec une grosse vague de panique sur les actifs spéculatifs. Et ça viendrait d'où? Apparemment, ce serait déclenché par les discours d'un dirigeant politique américain. Ce que ça nous montre, en fait, c'est l'extrême fragilité d'une crypto comme le paille. Il y a une faible liquidité sur les marchés externes. Exactement. Il suffit d'une petite secousse, d'un mouvement de vente même pas si énorme, pour que tout s'effondre en cascade. D'accord, donc le contexte externe est très tendu, mais ce qui me frappe, ce sont les chiffres internes au réseau paille. Oui, On a une masse monétaire de 8,38 milliards de paille en circulation. Et là, deux informations qui pour moi se contredisent totalement. vas-y. D'un côté, les migrations de nouveaux comptes vers le réseau principal sont en pause. Ça fait plus d'une semaine. D'accord. On pourrait se dire, ok, c'est logique. Ils essaient de limiter l'arrivée de nouvelles pièces sur le marché pour soutenir le prix. Ce qui serait une stratégie, ouais, une stratégie cohérente. On resserre l'offre. Sauf que, dans le même temps, la même source nous dit que 31 millions de pailles supplémentaires ont été débloquées la semaine dernière. Ah. Donc, disponibles pour l'échange. Alors là, je ne comprends plus. On veut stabiliser le prix, mais on ouvre les vannes. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est là qu'il faut regarder la mécanique interne. Ton intuition est la bonne. La pause des migrations, c'est bien une tentative de juguler l'inflation de l'offre. D'accord. Mais, et c'est un grand mais, son effet n'est pas immédiat du tout. La plupart des utilisateurs ont ce qu'on appelle une période de lock-up. De blocage, Voilà. de blocage. Donc, même si on arrête les migrations aujourd'hui, les pièces des migrations précédentes, elles, continuent de se débloquer au fil de l'eau. Ah, je vois. Les 31 millions de PI qui sont arrivés sur le marché, ce sont le résultat de migrations qui ont eu lieu il y a des semaines, voire des mois. Donc en fait, ils pilotent un supertanker. C'est exactement ça. Ils peuvent couper les moteurs, mais l'inertie est telle que le bateau continue d'avancer pendant des kilomètres. Ils sont dans une course contre la montre. En espérant que la pause fasse effet avant que la pression à la vente n'emporte tout. Précisément. D'accord, je vois. C'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est ce qui rend la suite si fascinante. Mhm. Parce que pendant que ce drame se joue sur le marché, à l'intérieur de l'écosystème, c'est un autre monde. Une déconnexion totale. Un monde où l'on construit, brique par brique, en ignorant ce vacarme. Et au cœur de cette construction, il y a des architectes. Et les sources mettent en lumière le travail d'un développeur en particulier, un certain Kozashi. Ah oui, Kozashi. Alors là, on entre dans une autre dimension. J'ai la liste de ces projets sous les yeux, c'est juste ahurissant. Ce n'est pas qu'une ou deux applications. Non, c'est un écosystème entier qu'il est en train de bâtir. On a Pi Hyperforge, un système de stablecoin, on a Hypernet, Hypernexus, Omni Hyperverse et un projet qui s'appelle HyperQ, HyperQ, oui. un protocole de contrat intelligent Quantum Ready, prêt pour l'informatique quantique. Ça sonne très science-fiction, ça. Carrément. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est une protection pour le futur? Exactement. L'idée, c'est que les ordinateurs quantiques, quand ils seront pleinement fonctionnels, Un jour. oui, un jour, ils seront capables de casser les cryptographies actuelles, celles qui sécurisent la plupart des blockchains. Un projet Quantum Ready anticipe cette menace. Il utilise des algorithmes de chiffrement qui, en théorie, résisteraient à cette puissance de calcul. C'est une vision à très très long terme. Ça montre qu'il ne construit pas pour la semaine prochaine, mais pour la prochaine décennie potentiellement. Et il y a aussi un HyperP Wallet et un HyperP Exchange. C'est
Une infrastructure financière complète, en fait. Et c'est là que tout bascule. Si on lit la description de ces applications, et notamment du portefeuille, on trouve la clé de tout le paradoxe. C'est-à-dire Ces applications ne sont pas conçues pour fonctionner avec un pi à 18 centimes. Pas du tout. Elles sont bâties sur une valeur interne fixe 2. D'accord. de 314 159 $. Pardon. Non, ce n'est pas une faute de frappe. On parle d'un monde où la même pièce a deux valeurs totalement différentes selon où on la regarde. Donc ce n'est plus une incohérence, c'est une stratégie. Une stratégie délibérée. C'est ce que la communauté appelle la Global Consensus Value, la GCV. C'est vertigineux. Et ce n'est pas juste l'initiative d'un développeur isolé. Une autre analyse de l'écosystème le confirme. Qu'est-ce qu'elle dit? On apprend que le portefeuille officiel de Pi prend maintenant en charge plus de 100 nouveaux jetons. Il devient une sorte de hub central. D'accord. Et en parallèle, une nouvelle librairie de code a été lancée pour les développeurs, avec une promesse folle, intégrer des paiements en Pi dans n'importe quelle application en moins de 10 minutes. La stratégie est donc limpide. Oui. Ignorer le prix extérieur et construire une économie interne tellement riche et facile d'accès que les gens n'auront plus besoin de sortir. Il crée un jardin clos, en fait. Un parc d'attractions. Et il donne à tout le monde des outils pour construire de nouveaux manèges très facilement. C'est une bonne image, oui. Et ça marche. Est-ce qu'on a des exemples concrets de cette économie interne? C'est le plus surprenant. La réponse est oui. Une de nos sources cite un cas très précis, une pharmacie aux Philippines, Califarm. Une pharmacie? Oui, une pharmacie. Elle a officiellement rejoint le mouvement GCV et elle accepte des paiements partiels en Pi pour acheter des médicaments. Des médicaments, pas des biens virtuels ou des NFT. Non, des médicaments, un besoin essentiel du quotidien. C'est une adoption par la base qui se fait en se basant sur cette valeur interne folle de 314 599 $ et en ignorant complètement le prix du marché. C'est fascinant. Totalement. Donc on a cette vision grandiose qui se construit, mais pour l'utilisateur lambda, les sources montrent que le chemin est parfois semé d'embûches. Inévitablement. Un problème très concret remonte dans plusieurs articles. Des migrations de paille qui restent bloquées. Pendant des mois. Ça doit être incroyablement frustrant. Tu m'étonnes. Des gens qui ont miné, qui ont passé les vérifications d'identité, mais dont les pièces n'arrivent jamais dans leur portefeuille. C'est le frottement entre la grande architecture et l'expérience individuelle. La question, c'est de savoir si ce sont des bugs ou autre chose. Et justement, une solution expérimentale semble émerger de la communauté. Une méthode en 3 étapes. Ah, D'abord, reconfirmer son portefeuille dans la mainnet checklist. Ensuite, désactiver la période de blocage, le lock-up. d'accord, logique. Et enfin, l'étape la plus étrange, miner en continu pendant 21 jours, sans la moindre interruption. 21 jours. Oui, ça ressemble moins à une solution technique qu'à une sorte de test de loyauté, non? Ton intuition est exactement celle que développe la source. L'hypothèse n'est pas celle d'un bug, mais d'un processus de filtrage. Un filtrage, ah oui. Délibéré, oui. Le système utiliserait une intelligence artificielle pour faire le tri entre les vrais comptes, actifs et engagés, et les comptes dormants ou les bots. Et le minage continue? Ce serait un signal fort envoyé à cette IA, une preuve d'engagement qui dit « je suis là, je suis réel, je suis actif ». On passe d'un problème technique à un test de fidélité en quelque sorte. Cette idée que le réseau est ajusté en temps réel, de manière un peu opaque, ça fait directement écho à un autre événement mystérieux. Lequel? La grande réinitialisation des nœuds. Ah oui, j'ai vu ça. Imagine la scène. Vous êtes opérateur de nœuds, vous consacrez du temps, de la puissance de calcul, Pour aider à sécuriser le réseau, oui. et en retour, vous avez un score de contribution qui augmente, et puis un jour, pendant 48 heures, ce score, il tombe à zéro, sans aucune explication. La panique totale. Et le point clé de l'article, c'est qu'il n'y avait aucune défaillance technique. Le système fonctionnait, Parfaitement. Pas d'erreur, pas de crash, ce n'était pas une panne. ce qui rend la chose encore plus angoissante. Alors, si ce n'est pas un bug, c'est quoi? Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse la plus probable, avancée par les analystes, c'est une action délibérée de l'équipe principale. Un recalibrage général du système. Une remise à zéro des compteurs. Voilà. Comme si on voulait s'assurer que les règles du jeu sont justes et équitables pour tout le monde, peut-être juste avant une mise à jour majeure. C'est une démonstration de force, en fait. C'est ça. Ça montre que le réseau est activement géré, ajusté, presque comme un organisme vivant que ses créateurs continuent de modeler. Ok, donc si on fait le point, on a un marché externe chaotique, un écosystème interne qui se construit sur une valeur folle,
et une gestion technique très interventionniste. C'est un bon résumé. La grande question, c'est point. Vers quoi tout ça converge? Or, et là, une des sources nous propose une analogie surprenante. Le cours de l'argent métal. C'est une excellente manière de prendre du recul, de sortir du microcosme crypto. L'analogie est frappante. Pendant des décennies, l'argent, c'était l'or du pauvre, un métal précieux de second rang. Oui, Mais aujourd'hui, en janvier 2026, son prix a explosé. La source cite plus de 300 000 roupies le kilo. et la raison de cette flambée n'a rien à voir avec les bijoux. Rien à voir. C'est une demande industrielle massive, entièrement nouvelle, tirée par la transition énergétique. Les véhicules électriques et les panneaux solaires. Exactement. Ils ont un besoin critique de l'argent pour ses propriétés de conducteur. La leçon fondamentale ici, c'est que la valeur d'un actif peut être radicalement transformée quand son utilité principale change. C'est ça. L'argent est passé d'une réserve de valeur à une matière première industrielle stratégique. Sa proposition de valeur a été redéfinie, et c'est ce changement d'utilité qui est au cœur de la vision pour Pi. Et c'est là qu'on fait le lien avec la finance traditionnelle. La même source nous apprend que la bourse de New York, le NYSE, Le bastion du capitalisme. développe activement une plateforme pour l'échange d'actifs tokenisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attendez, actif tokenisé, juste pour être sûr que tout le monde suit bien. On parle de transformer une action, disons une action LVMH, en un jeton numérique sur une blockchain. Exactement. Comme un titre de propriété digitale qu'on pourrait s'échanger en quelques secondes. Sans passer par sa banque. C'est l'idée. Et ça change tout. Les avantages sont colossaux. On parle de règlement instantané. Fini les 2 ou 3 jours d'attente. Oui, on parle de propriété fractionnée. On peut acheter 0,01 actions Amazon, par exemple. Et surtout, un accès mondial sans friction. C'est le concept de liquidité mondiale. La capacité de faire circuler n'importe quelle valeur, n'importe où, instantanément. Et c'est là que les deux histoires se rejoignent. La tokenisation du NYSE et l'écosystème Pi. Sont, selon cette analyse, deux facettes de la même révolution. L'une, c'est l'approche top-down qui vient de la finance établie, l'autre, l'approche bottom-up d'une communauté décentralisée. Mais elles construisent pour le même monde. Exactement. D'ailleurs, la source souligne un fait révélateur. Le fondateur de Pi parlait déjà de la tokenisation des actions il y a 6 ans, bien avant que ça ne devienne à la mode à Wall Street. Donc si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, la vision finale, c'est d'utiliser ces pailles pour acheter un morceau d'action Apple sur la plateforme du NYSE. C'est précisément ça. La vision, c'est que Pi ne se positionne pas comme un concurrent du Bitcoin, mais comme une monnaie native, une sorte de carburant pour cette nouvelle économie tokenisée. D'accord. L'objectif ultime, celui qui connecte tous les points, c'est de permettre un jour à cet utilisateur aux Philippines, qui achète ses médicaments avec du Pi, Oui. d'utiliser ces mêmes Pi pour acheter une fraction d'une action Tesla tokenisée à la bourse de New York, avec une transaction qui se finalise en 3 secondes. C'est ça la promesse de la liquidité mondiale. En résumé, si on regarde l'ensemble des sources, on assiste vraiment à un duel. D'un côté, la réalité du marché externe, brutale, volatile, le paille à quelques centimes. Dicté par la panique boursière. Et de l'autre, une économie interne en pleine construction, isolée du bruit, qui s'appuie sur une vision d'utilité et une valeur de centaines de milliers de dollars. Un contraste saisissant. On a vu les défis concrets, comme les migrations bloquées, mais aussi les solutions ingénieuses et la grande vision qui tente de donner un sens à tout ça. Spinovet n'est qu'une pensée finale. Une question en suspens. La question fondamentale n'est peut-être plus de savoir quel sera le prix futur du Pi. Non, La vraie question, c'est de savoir laquelle de ces deux réalités, la valeur spéculative externe ou la valeur d'utilité interne, va finir par l'emporter. Hmm. Est-ce qu'un écosystème peut vraiment, par la seule force de sa cohésion, imposer sa propre valeur au monde, ou est-ce qu'une collision violente entre le monde des 18 centimes et celui des 300 000 $ est inévitable? et tout le projet Pi est une expérience à très grande échelle pour tenter d'y répondre. Exactement. C'est ce qui la rend si passionnante à suivre.